Bonjour à toutes et à tous. Dernier jour de la semaine pour cette quotidienne Lignes ouvertes tous les jours sur PNTV au studio 107 avec vous, pour vous. On est très heureux aujourd'hui. Alors d'abord de vous retrouver toutes et tous, mais tous les jours on est très heureux. Mais on est heureux aujourd'hui parce qu'on a Michel Jonas, le chanteur, l'auteur, l'interprète, le compositeur, l'acteur. On vous sent excité comme je suis excité au comme salon une de la puce. moquette là. Ah mais j'adore Michel Jonas, je suis fan de Michel Jonas. J'espère que vous aussi, chanteur de blues, la boîte de jazz et beaucoup d'autres choses encore. Restez avec nous tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions à Michel Jonas. Et puis on aura Christophe Bouillon, député de la Seine-Maritime. On aura également le docteur Burel pour la première fois par Skype. Le docteur Burel en chair et en os. On fait des progrès. Ça c'est bien. Lignes ouvertes. Et bonjour à Candice, puisque Candice, sur Facebook Paris Normandie, elle a été la première à nous dire bonjour. Eh bien, Candice, merci d'être avec nous. Bonjour Candice. Bonjour Candice. Voilà, avec ce beau temps le vendredi, on a peut-être un peu moins envie d'être sur Facebook, mais après tout, on espère vous avoir concocté un petit programme qui va vous intéresser, qui va vous informer. Et puis, on prend vos participations, vos commentaires, vos questions. Et le docteur Burel est en attente, mais tout de suite, comme chaque jour, la une de Paris Normandie. Alors là, vous avez fait très fort, hein, les garçons. À vos masques prêts, portés. C'est pas nous, hein. On va créer un secret, mais c'est pas nous. Mais oui, en fait, ça... Pardon. Non, vas-y. C'est toutes les initiatives qui sont lancées aujourd'hui. Hein. C'est le titre d'ailleurs de l'article après qui est à l'intérieur des pages de Paris Normandie. C'est la mobilisation des couturiers. C'est un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui se font jour parce qu'on a vu qu'aujourd'hui c'était possible de créer ses propres masques. Ils ont une vraie utilité et aujourd'hui tout le monde me met un peu la main à la pâte. Et d'ailleurs je précise que dans nos pages de ce jour il y a également un patron pour réaliser son propre masque. Voilà. On a toujours le tuto sur le site internet, mais je pense que Frédéric Borghino tout à l'heure en reparlera. On passe les pages, messieurs, Thomas et Anthony, comme ça on commente les pages comme d'habitude de l'édition du jour. Peut-être un mot déjà justement sur l'ouverture du journal, sur la photo qui est pas très bonne, mais il faut juste préciser que justement la presse n'était pas. Alors on va revenir. On va revenir dans l'ordre des pages, s'il vous plaît. Adrien. On a décidé d'ouvrir la séquence sur cette rencontre entre Emmanuel Macron et le fameux professeur Raoult. Alors je disais la photo est pas très bonne parce que c'est une rencontre qui n'était pas ouverte à la presse, ce qui peut-être est assez révélateur de la prudence aujourd'hui avec laquelle l'Élysée a présenté cette rencontre. C'est pas forcément une reconnaissance des travaux du professeur Raoult sur la chloroquine. C'est en tout cas une prise en compte. C'est une façon aussi de montrer que Emmanuel Macron il consulte, il ferme la porte à aucune initiative avant son allocution qui est attendue lundi soir, qui est confirmée lundi soir. Tout à fait. On parle aussi dans... Oui, excusez-moi, je vous coupe. Oui, parce qu'on avait Aurore, Aurore juste à l'instant qui nous disait lundi le président nous parle. J'ai pas bien compris. Est-ce vrai que lundi le président à 20h02 exactement, voilà, parce qu'à 20h il y a la séquence d'applaudissements et justement ils veulent laisser passer cette fameuse habitude qu'ont pris les gens d'applaudir les soignants à leurs fenêtres. Donc 20h02. Donc oui, Aurore, 20h02 lundi le président effectivement nous parle. Oui. Voilà. Est-ce que Anthony Quindroit nous parle? Non, pas là. En fait, on continue la mobilisation sur des couturiers, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. On a un article également qu'annonçait Frédéric Borghino sur la mobilisation de l'hélicoptère Dragon 76 qui est actuellement en mode Covid-19, comme il le dit. On a également donc un appel à des ambulanciers qui ont également besoin de matériel pour lutter toujours contre le Covid. Une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Pas de souci. Une énième annulation d'un festival. Cette fois-ci, c'est Normandie Bulle à Darnétal. Alors, pour le coup, qui était prévu au mois de septembre. Donc là, pour le coup, ils prennent vraiment les devants en annonçant une annulation. En tout cas, surtout un report en 2021. Page 9, on parle de Veulent-les-Roses. Et puis, vous nous rappelez que le charme est provisoirement rompu, évidemment, à cause du confinement, mais que mercredi, c'est toujours jour de marché à Veulent-les-Roses. Parce que probablement, il n'y a pas de supermarché ou de supérette à proximité. C'est considéré certainement comme une source d'approvisionnement essentielle pour la ville, pour la commune. Voilà, c'est sans doute pour la semaine prochaine, puisqu'on est le dernier jour de la semaine. Je précise pour vous dire que demain, samedi, après-demain, dimanche et lundi de Pâques, il n'y aura pas d'émission. On vous retrouvera donc mardi prochain. Et peut-être réinsérer le mail et le numéro de téléphone, les deux éléments de contact que vous pouvez pratiquer sans aucune modération pour
participer pour ici arriver par la voie magique sur le plateau. On peut vous prendre en plateau avec grand plaisir. Donc faites-nous part de vos initiatives, de vos commentaires, de vos suggestions. Ça sera avec plaisir qu'on dialoguera avec vous. Maintenant, on est avec le plombier. Le plombier. Burel, bientôt. D'abord le plombier. Mais bientôt, docteur Burel, Martin Torrent est allé voir un plombier. On a toujours besoin d'un plombier toute l'année. On a toujours un robinet qui ne marche pas. Là. On a toujours des fuites. Mais qu'en est-il avec ce confinement? Regardez. Aujourd'hui, pour faire travailler les gars ensemble, c'est très compliqué. Pour changer une chaudière ou même un cumulus, il faut être à deux, il faut être collé. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le problème, comment mettre les gars en sécurité. Brice Lequin, je suis gérant de la société Europe Plomberie Chauffage. Ça se passe très bien. Mais aujourd'hui, effectivement, je m'inquiète pour l'avenir. Comment ça va se passer? On faisait en moyenne entre 15 et 30 dépannages par jour et aujourd'hui, on est passé à 2 dépannages par jour. Uniquement les urgences, vraiment, les choses que les clients ne peuvent pas se débrouiller par eux-mêmes. Aujourd'hui, on essaie de dépanner au maximum par téléphone parce que les chaudières, il y a beaucoup de codes, tout ça qu'on peut dépanner les clients. Mais la plomberie, une fuite d'eau, un appareil sanitaire bouché, il faut intervenir, il n'y a pas d'autre possibilité autrement. Je pense que les gens font moins appel à nous. Déjà, ils sont chez eux, donc ils ont le temps, je pense qu'ils bricolent un peu, donc ils regardent avant d'appeler le plombier, s'ils peuvent pas se débrouiller par eux-mêmes. Avant, le client s'occupait pas, il avait un problème, il appelait. Il faut respecter 1,50 m entre personnes, on ne peut pas monter à deux dans un véhicule, on est à moins d'1,50 m. Aujourd'hui, pour faire travailler les gars ensemble, c'est très compliqué, quoi. Pour changer une chaudière ou même un cumulus, il faut être à deux, il faut être collé. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le problème, comment mettre les gars en sécurité. Alors j'ai mis une procédure de sécurité, j'ai distribué du gel à mes techniciens, quelques masques, des essuie-tout jetables, et surtout leur prendre la responsabilité, de leur dire attention, faites bien attention les gars, parce que c'est quand même grave quoi. Je suis au boulot tous les jours, comme il y a moins d'activité, j'en profite pour faire tout le retard que j'avais à faire. On a toujours quelque chose à faire dans notre entreprise. On range les ateliers, on fait tout ce qui est administratif, des choses qu'on n'avait pas le temps de faire, que j'ai fait. Surtout aussi de prendre un petit peu de recul ailleurs pour voir l'entreprise et changer quelque chose d'entreprise pour améliorer le travail de l'entreprise. Il fait beau. Formidable. Donc si le virus pouvait disparaître, ça serait formidable. Voilà, merci Martin Torrent de nous avoir permis d'avoir la voix d'un des nombreux plombiers qui eux aussi subissent à leur façon le confinement. On est avec le docteur Bruno Burel. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Docteur, c'est la première fois qu'on vous voit en image parce qu'ici on s'améliore, on met de plus en plus d'images à la place de la liaison téléphonique. On est heureux et puis on espère que toutes celles et ceux qui nous suivent sont heureux de vous voir en chair et en os, docteur. Écoutez, je sais pas. si, on sent l'audience monte, Bien envie. Alors, vous avez votre masque, mais vous ne le portez pas. Je ne vais pas le mettre alors qu'il n'y a personne autour de moi, et puis je pense que je serai moins audible. Vous êtes à votre cabinet, là? Mais par contre, je suis au cabinet, mes deux associés sont là aussi. On est dans nos bureaux, là, actuellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la partie où on reçoit les patients suspects de Covid, puisque les kinésithérapeutes ayant fermé actuellement, nous avons transformé la zone kinésithérapie en zone pour les patients suspects Covid. Donc, il y a des salles d'attente différentes, du matériel différent et un lieu d'examen différent. Alors, docteur Burel, pour celles et ceux qui ne seraient pas avec nous depuis le début, puisque nous en sommes aujourd'hui au 19e numéro de Lignes Ouvertes, je rappelle que vous vous êtes installé dans cette émission avec nous depuis le début et que vous êtes devenu notre médecin consultant. En tout cas, c'est notre façon de vous qualifier. Alors, justement, première question, une question d'Hervé. Alors là, j'y vais fort parce que c'est toujours la question à laquelle on a énormément de mal à répondre. Hervé nous demande « À quand la fin du confinement, docteur ?» Je ne sais pas à quand la fin du confinement, mais c'est une discussion très intéressante parce que je pense qu'on va être obligé de se presque pour des raisons économiques, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'économie plonge, les problèmes de santé vont s'aggraver, car la prise en charge des soins va être impossible. Donc je pense qu'on va déconfiner alors que le virus va continuer à circuler. On n'aura pas d'autre choix. C'est ce que nous disait Patrick Pelloux hier ici sur ce même plateau, et il est partisan d'un déconfinement progressif, surtout en expliquant que le déconfinement ne fera pas disparaître le virus. Il bloque la maladie, mais ce n'est pas une solution finalement à long terme. C'est un peu le sujet. Il y a eu pas mal de discussions. Les médecins de ville ont été assez étonnés, mais il fallait bien faire quelque chose de net pour que la population comprenne. Mais c'est vrai qu'on est parti pour une circulation du virus pendant longtemps et que le déconfinement, il faudra qu'il arrive. Prenez une région comme la nôtre qui est peu touchée
un petit peu plus que le sud-ouest, mais beaucoup Ouais. moins. Docteur, on peut continuer à le dire. On peut continuer à dire que la Normandie reste peu touchée. On peut continuer à le dire en comparaison au Grand Est et à l'Île-de-France, par exemple. Mais on n'est pas très loin, donc on a un peu plus de cas que dans le sud-ouest. Et que certains départements, j'entendais hier que la Lozère n'avait pas un seul décès par le Covid, si vous voulez. Et donc, ces régions-là vont finir par avoir le Covid et avoir les problèmes aussi, parce que de toute façon, pour pouvoir revivre, il va falloir qu'une grosse partie de la population soit immunisée. Et pour que la population soit immunisée, il va falloir que le virus circule un petit peu. Donc je pense qu'on va vers un déconfinement progressif, avec prudence, en protégeant les personnes les plus fragiles. Et concernant un éventuel traitement, la question elle revient tout le temps, on en est où là-dessus ? Sur l'hydroxychloroquine ? Notamment, il peut y avoir d'autres pistes également. Alors oui, il y a d'autres pistes, on en voit tout le temps. On a parlé l'autre jour du plasma de patients infectés, on a parlé du BCG, c'est à l'étude. Pour l'instant, on n'a pas... Mais on n'a pas d'avancée particulière sur ce terrain-là. Non, ça stimulerait... En fait, l'idée générale, c'était de se dire, plus on est jeune, moins on est touché. Donc, est-ce que c'est pas parce que les vaccins qui sont faits à l'âge dans le jeune âge protégeraient par une immunité indirecte, et que plus on serait loin de cette immunité, plus on risquerait d'être touché par le Covid. Mais il n'y a pas de certitude encore. Quant à l'hydroxychloroquine, j'ai des échos nouveaux, notamment de services de réanimation privés dans la région parisienne qui l'utilisent, et il semblerait que ça soit efficace à condition que ça ne soit pas utilisé à un stade trop avancé de la réanimation. Ce qui est dit finalement depuis le début, notamment par pas mal d'experts sur la chloroquine, il faudrait que ce soit utilisé dans les prémices de la maladie, finalement. Dans les premiers jours, c'est ça, J+7 maximum. Pas dans les prémices, mais dans la certitude d'une infection, et je dirais vers le 6e, 7e jour, si on voit que ça se dégradait un peu, quoi. Est-ce qu'on peut penser qu'on en saura un peu plus lundi soir à 20h02 avec l'allocution du président de la République, puisqu'il a rencontré le président Raoult, le professeur Raoult hier ? Je ne crois pas à cela. Je pense en plus qu'il y a un problème de stock, donc je pense que ça va continuer à être difficile d'accès pour l'ensemble des médecins du territoire. Vous avez parlé d'immunité. Est-ce qu'une fois qu'on a été contaminé, on ne l'attrape plus ? Il y a eu des cas où des personnes l'ont attrapé 2 fois finalement, ce Covid-19. Oui, c'est un virus, on le découvre tous les jours. Il y a 2 fois, c'est pas certain, mais il y a par contre des gens qui vont mieux et qui sont réactivés. On a même trouvé des virus des expulsions de virus, notamment dans les selles de patients dont l'infection remontait il y a environ 1 mois. Donc, de fait, il y a des patients qui ont, entre guillemets, des hauts et des bas. Mais enfin, le schéma le plus fréquent, c'est quand même 80% des gens guérissent en 4-5 jours. C'est le problème les plus fréquents, et l'aggravation généralement survient entre le 7e et 10e jour du début de la maladie. Donc on est comme au début sur 80% de cas bénins, une quinzaine de pourcents de cas plus graves et 5% de mortalité environ. Ah non, pas de 5% de mortalité. 5% de personnes qui frôlent la mort finalement. Enfin, c'était ce qui était... frôler la mort, c'est pas la mortalité. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont sortis de réanimation, et heureusement. Les chiffres des hôpitaux de Paris sont parus hier de tout ce qu'ils ont traité depuis le début de l'infection en Île-de-France. Et donc, il y a quand même... il n'y a eu aucun mort chez les moins de 40 ans. 70% des formes graves, c'est chez des hommes, et la moyenne de mortalité est à 77 ans aux hôpitaux publics de Paris, et les femmes donc sont beaucoup moins touchées. Dites-moi, docteur... J'ai oublié, et la comorbidité, c'est-à-dire que quand même l'extrême majorité des gens qui en meurent, c'est des gens qui ont d'autres pathologies associées. Pas que, mais essentiellement. On fait un petit coucou à Jérôme. Jérôme, il est avec nous là en ce moment. Il est livreur de Paris-Normandie-Le Havre. C'est lui qui achemine le journal chez les particuliers. Il travaille toutes les nuits. Coucou Jérôme. Professeur, j'anticipe un peu, docteur. J'anticipe en vous appelant professeur. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Bon. Docteur, allez, revenons à la réalité. Docteur Burel, que pensez-vous des nouveaux symptômes cutanés ? On nous pose cette question.
Ah oui, alors on découvre tous les jours des espèces d'acrosyndrome, c'est-à-dire un peu comme des engelures, les vaisseaux distaux dans les mains et tout ça qui sont détruits un petit peu par le Covid, et les gens se mettent à avoir les doigts tout violacés avec des espèces de gerçures, avec des crevasses, et ce qu'on appelle un acrosyndrome. Et une impression ça, et puis il y a des atteintes cardiaques et avec des détresses respiratoires qui ne sont pas d'origine pulmonaire aussi. Peut-être dû aussi au gel hydroalcoolique et à des excès. Ah non, ça c'est autre chose. Autre chose, bon. Non. Alors après ça, il y a les lésions cutanées de la peau avec des gerçures d'irritation et des petites crevasses qui sont liées au lavage des mains et au gel. Lavons-nous très très régulièrement les mains au savon pendant 1 minute, ça vaut tous les gels hydroalcooliques de la Terre. Donc le lavage à l'eau chaude pendant 1 minute avec du savon, c'est très très bien, en allant bien dans tous les coins de la main. Et puis ça irrite un petit peu moins que le gel hydroalcoolique. Par contre, les histoires d'acrosyndrome, c'est vraiment des problèmes vasculaires, c'est-à-dire les petites artérioles qui sont abîmées par le Covid. Thomas Burel, oui. Est-ce que vous aussi, vous constatez à l'inverse une diminution étonnante, voire inquiétante des consultations hors Covid, finalement, des gens qui presque n'osent plus peut-être solliciter leur médecin actuellement? C'est très inquiétant. On passe notre temps au téléphone et à faire des vidéoconsultations. Heureusement qu'on a cet outil qui est très pratique, parce qu'il y a besoin de faire le point. Par exemple, nous avons des patients hyper tendus avec une tension qui n'est pas très stable. Donc moi, je comprends tout à fait qu'ils n'aient pas envie de venir dans les cabinets médicaux, même si on a pris toutes les dispositions que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire aucune structure commune entre les patients fiévreux et les patients qui viennent pour une autre raison classique. Mais par exemple, on peut tout à fait, moi je le fais faire avec mes patients, je leur dis achetez à la pharmacie un petit tensiomètre, vous les relevez à quelques horaires et vous m'envoyez et puis on se fait une petite vidéo consultation pour faire le point et voir si on laisse le traitement au niveau où il est ou si on le modifie. On peut très bien continuer à suivre, et il faut continuer à suivre. Il ne faut pas laisser des pathologies se dégrader, sinon on aura, pour avoir protégé la vie de certains avec le confinement, on aura d'autres problèmes de santé majeurs chez beaucoup de patients qui sont restés confinés. Docteur, Chris nous demande, est-ce que le CHU de Rouen, avez-vous cette information, est-ce que le CHU de Rouen a toujours besoin de volontaires ? Écoutez, alors je crois que le SAMU a encore besoin un petit peu exactement le centre 15, un petit peu de volontaires pour la régulation, plutôt chez les médecins. Et l'hôpital, pour l'instant, à ce que j'en sais, n'est pas débordé, et les services de réanimation des cliniques privées de l'agglomération qui restent disponibles pour les seconder sont pour l'instant pas sollicités pour ce sujet-là. Donc, il n'y a pas de débordement. C'est d'ailleurs pour ça que le week-end dernier, il y a eu des transferts d'Île-de-France vers nos hôpitaux. Docteur, Isabelle nous demande, est-ce que le coronavirus peut se mettre sur un lupus ? Ah, ça, se mettre sur un lupus, non, mais quelqu'un qui a un lupus, que ça soit cutané ou des formes rénales ou d'autres formes du lupus, peuvent toucher, les gens peuvent attraper le Covid comme n'importe qui. Alors par contre, la question, elle est assez intéressante. Il faudra voir si les gens qui ont un lupus ont souvent un traitement par de l'hydrochloroquine. Justement, c'est ce que nous explique. Il faudra voir s'ils attrapent moins le Covid. Ce que nous expliquait un médecin la semaine dernière encore, et puis même une étude qui a été lancée notamment en Chine sur les patients lupiques traités avec de l'hydroxychloroquine et qui, jusqu'ici en tout cas, n'ont pas contracté le Covid-19. Oui, il faudra voir, mais après ça, les statistiques sont difficiles à faire parce que retrouver tous les patients lupiques en France, on ne sait pas faire. Hein. Le médecin qui nous en parlait, c'est un médecin d'Elbeuf qui expliquait avoir recontacté les patients qui prennent de l'hydroxychloroquine depuis entre 5 et 20 ans. D'accord, ces patients à lui. Ces patients à lui. Non mais voilà, et il y a une étude en Chine qui est actuellement qui est en cours et qui D'accord, mais ça c'est intéressant parce que de fait, ça peut apporter deux choses. C'est que savoir que le traitement est efficace pour le Covid. Et donc ça, c'est une chose vraiment très, 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 très intéressante. Et puis deuxièmement, de voir s'il n'y a pas d'autres complications associées. Non, c'est vraiment, comment dirais-je, on peut avoir, grâce aux patients qui ont un lupus et qui sont traités par hydrochloroquine, voir si réellement
il y a une protection contre les formes graves de Covid. Allez, docteur, 3 questions qui nous sont parvenues. La première, Lara nous dit « Je devais me faire une infiltration à la cheville et on m'a refusé cette pratique au motif qu'il y avait trop de risques au regard du coronavirus. » Vous avez une réaction là-dessus ? Oui, j'ai une réaction, c'est que généralement les infiltrations sont faites avec de la cortisone et que la cortisone, comme on l'a déjà dit, diminue les défenses de l'organisme. Donc, il n'y a pas d'urgence. En ce moment, le Covid circule. Il ne faut pas baisser les défenses immunitaires, même si la cheville fait mal. Docteur, Guillaume nous demande, on a déjà souvent parlé du vinaigre, le vinaigre blanc qu'on achète en grande surface, est-il toujours efficace ? C'est non, il n'a jamais été efficace. Non, généralement, on le redit, l'eau de Javel dilué pour les surfaces, pour le nettoyage, on est d'accord. Alors, pas pour le corps, parce qu'il y a eu des abus. On ne nettoie pas son corps avec les produits ménagers. C'est important de le redire. Et surtout pas au gel hydroalcoolique aussi. Donc, par contre, le vinaigre n'est sûrement pas le meilleur antiseptique pour nettoyer les surfaces et les poignées et les ascenseurs et tout ça. Le mieux, c'est ou de l'eau de Javel diluée ou de l'alcool à brûler. Alors, docteur, une personne nous dit « Je suis enceinte, est-ce que je suis vulnérable ?» Non, pas plus vulnérable. Jusqu'à présent, on dit que le Covid ne passe pas la barrière placentaire et donc que l'enfant ne peut pas être contaminé et il faut qu'elle continue à être surveillée parfaitement régulièrement. Nous, la sage-femme qui travaille au pôle santé sport, là où j'exerce, continue tout son exercice. Et hier soir, j'étais avec un médecin responsable de la maternité de la clinique Mathilde au téléphone. Il continue la surveillance classique. Il faut que la grossesse soit menée à son terme. Et les structures, encore une fois, qui suivent ces patientes sont parfaitement isolées des voies Covid. Et il faut vraiment continuer sa surveillance de grossesse. Alors, le Rivotril, on nous questionne sur le Rivotril et on nous demandait si le Rivotril était dangereux. Je ne sais pas ce que c'est que le Rivotril. Alors, le Rivotril, c'est un médicament sédatif. Donc, en fait, il y a une polémique en ce moment parce que les personnes en fin de vie, et notamment dans les EHPAD, vous savez que quand on est agonisant en fin de vie, on souffre, on est crispé. Vous vous rappelez de l'histoire du docteur Jean Méheux à Angerville-la-Martelle avec le midazolam, c'est de la même famille que le Rivotril ou le Valium. Et donc, en fait, tous ces médicaments-là sont faits pour apaiser les tensions neurologiques des personnes en fin de vie. Donc, c'est vraiment pour une situation tout à fait particulière. Merci beaucoup, docteur Burel, et je ne peux que vous conseiller de demeurer devant Lignes Ouvertes là d'aujourd'hui, encore quelques instants, puisque, vous le savez, nous allons avoir le grand plaisir d'avoir Michel Jonas, l'auteur, compositeur, interprète, et que je sais que vous êtes fan de Michel Jonas. Ah oui, écoutez, je vais appeler mes associés, on va danser avec le masque sur le nez. Vous nous faites une vidéo alors, docteur Burel. Faites une vidéo. Docteur Burel, citez-moi 2 chansons de Michel Jonas. Joueur de blues, évidemment. Et puis la boîte de jazz. Ah ben voilà, joueur de blues et la boîte de jazz. C'est bien, le contrat est rempli. Merci docteur, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, docteur. Ok, merci beaucoup. Merci. Je voulais juste évoquer quelque chose, mais ça, ce sont nos confrères du Parisien qui en ont parlé dans leur dernière édition. C'est un nouveau médicament, en fait, enfin pas un nouveau médicament, mais un nouveau traitement potentiel contre le Covid qui commence à être testé actuellement en Australie. C'est l'ivermectine, c'est aussi un antipéludique. Et donc voilà, on n'en a pas parlé avec le docteur Burel, mais je pense qu'on pourra revenir là-dessus la semaine prochaine. C'est un médicament qui semble prometteur, en tout cas sur les premiers résultats. Voilà. Mais nul doute qu'on en reparlera certainement. Anthony, quelques images, 1 minute 30, à peine 2 minutes. Vous savez que régulièrement, nous allons porter la caméra et le micro à des dirigeants d'entreprise, là, de notre territoire, des dirigeants normands, pour prendre un peu le pouls de la vie de leur entreprise. Là, on est allé dans le nettoyage industriel. Vous allez voir, les baisses de chiffre d'affaires, finalement, sont assez variées. Dans ce secteur, il y a des boîtes qui ont perdu tout leur chiffre d'affaires. Et celle-ci, le groupe Candor, vous allez voir, ils ont perdu 35 à 40%, pas plus, parce qu'ils ont la chance d'être sur des secteurs qui continuent à travailler, tout simplement. Regardez. Nous, notre métier, donc le groupe Candor, c'est le secteur de la propreté. Donc on a 1500 salariés sur la Normandie qui interviennent dans tous les secteurs dans lesquels on peut être amené à travailler. Ça va de la cage d'escalier dans des résidences, des copropriétés, etc. Et ça va le plus technique jusqu'aux salles d'opération dans les hôpitaux, dans le secteur médical en général. Dans un premier temps, entre le 16 mars et quasiment la fin du mois de mars,
on n'a tellement pas vu le jour qu'on n'était pas capable de savoir quel chiffre d'affaires on allait sortir sur le mois de mars, parce qu'on était sur le front en permanence, à répondre à nos clients, à nos salariés, etc. Et maintenant, on a des chiffres un peu plus précis. On va tourner aux alentours de 35% de baisse de chiffre d'affaires sur le mois de mars. Et ça va tenir... On pense que ça va tenir à peu près... tout dépend de la durée de la crise. C'est un peu le problème. Mais si la crise dure à peu près jusqu'à mi-mai ou fin mai, nous, on peut tenir jusqu'à fin d'année. Donc la Trésor, et on est rassuré aussi par rapport à toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et par les banques, qui ont très très bien suivi toutes les directives qui ont été imposées par l'État pour éviter que les entreprises ne fassent faillite. Et donc on a ressenti du répondant auprès des partenaires bancaires qui a été extrêmement positif, et ce qui a permis aux chefs d'entreprise, et dont je fais partie, ça nous a permis de nous consacrer à d'autres choses et d'être rassurés sur cet aspect-là qui est juste fondamental. Il y a eu, on va dire, la découverte de certains salariés, mais de manière très positive. Après, il y a eu aussi la découverte, même si elle existait déjà, mais d'une entraide au niveau des chefs d'entreprise que je trouve remarquable. Et puis après aussi, on a découvert, en tout cas moi, pour ma part, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi être amené à travailler de manière très efficace à distance, ce qu'on avait très peu eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Donc là, on commence à utiliser des outils qu'on n'utilisait pas du tout avant, comme Zoom par exemple. Donc on fait énormément de visios. J'ai entre 2 et 3 visios par jour qui sont faites. Et on se rend compte que ça fonctionne très bien. Donc je pense que dans l'après-crise, c'est des outils qu'on va continuer à utiliser. Vous pouvez, si cela vous intéresse, retrouver dans l'après-midi sur pntv.fr l'intégralité, 5-6 minutes, de l'interview de ce chef d'entreprise. Voilà, grâce à leur acceptation comme ça de nous livrer ce qui s'est passé sans dissimulation, ça nous permet de comprendre un peu mieux comment les entreprises réagissent et s'adaptent à cette crise économique. On a un nouvel invité et juste après, Michel Jonas nous retrouvera. Ce nouvel invité, Anthony Quindroit, je vous laisse le présenter. Oui, le nouvel invité. Bonjour, Christophe Bouillon. Bonjour. Vous êtes député donc, de Seine-Maritime. Merci d'être avec nous sur le plateau de Lignes Ouvertes. On a plein de questions aussi qui vont arriver. Une première question. Ouais, vous faites partie Christophe Bouillon, bonjour. Vous faites partie des parlementaires qui ont lancé cette plateforme qui s'appelle le jour d'après. C'est des consultations qui sont lancées pour penser à l'après-crise du coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà à ce sujet précisément ? Alors d'abord, c'est vrai que l'urgence, c'est le combat présent, c'est-à-dire la lutte contre cette épidémie et le soutien qu'on doit apporter, bien évidemment, au personnel soignant. Mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir à l'après. Donc une 60aine de parlementaires d'horizons différents ont pris l'initiative de porter cette réflexion sur le monde d'après avec les citoyens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confisquer cette réflexion, il ne faut pas que ça soit simplement... quelques formations politiques, quelques élus ou le gouvernement qui réfléchissent à l'après, mais il faut que ce soit les citoyens qui se saisissent de cette occasion de réfléchir au monde de demain en termes de société de consommation, de la souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, bref, de tout ce qui peut nous permettre de tirer toutes les leçons du moment que nous sommes en train de vivre. Alors, très concrètement, c'est une plateforme internet, c'est un site internet avec des thèmes, 11 thèmes je crois. Concrètement, comment ça marche, comment vous voulez que ça fonctionne ? Alors c'est très simple, il y a la possibilité qui est offerte à tout à chacun, à tout le monde, de déposer des contributions ou même d'organiser des discussions. Il y aura des modérateurs, il y aura des débats organisés en fonction des 11 thèmes en effet qui sont sur cette plateforme, des thèmes qui concernent des sujets aussi divers que bien évidemment la question de la santé, elle est principale, elle est essentielle, on l'a vu, mais aussi la question de la souveraineté alimentaire, la question des rapports en Europe, la question du travail aussi. On a vu mettre en avant aujourd'hui, et c'est bien important, des métiers, des activités essentielles. Il y a la question de la production. Bref, il y a un certain nombre de sujets dont c'est utile, bien évidemment, de permettre aux citoyens de déposer des contributions, des idées, des propositions, mais de les mettre en discussion. Et puis, au bout d'un mois, il y aura, en quelque sorte, le résultat de toute cette démarche participative et citoyenne. Il y aura même des votes sur un certain nombre de propositions. Bien évidemment, comme c'est ouvert à tous, il peut y avoir des débats, on l'imagine, ou même des sujets qui sont un peu conflictuels, ou en tout cas qui amènent à ce qu'à un moment ou à un autre, on puisse trancher. Vous avez peut-être un avis, vous déjà aussi sur la question, un avis personnel sur l'après, sur comment il faudra peut-être repenser nos façons de consommer, nos façons de penser à la société. Oui, bien sûr. Moi, je crois que
le fameux Made in France qui a été développé pendant plusieurs années à un moment par quelqu'un comme Arnaud Montebourg ou d'autres, je pense qu'il faut en effet s'interroger sur le fait de faire revenir un certain nombre d'activités qui sont stratégiques, qui sont essentielles. On parle aujourd'hui, on a raison de le faire, de souveraineté alimentaire. Ce n'est pas que des politiques qui disent ça. Le monde agricole, avec les circuits courts, on le voit dans une région comme la Normandie, ce sont là des sujets importants et il faut revoir notre façon non seulement de produire, mais aussi sans doute de consommer. C'est vrai aussi en termes de souveraineté sanitaire. Ce n'est pas normal qu'on soit dans cette situation qu'on a pu connaître, mais on n'est pas les seuls. Et la France n'est pas le seul pays en Europe à avoir connu des difficultés d'approvisionnement en ce qui concerne les masques, les gels ou les tests. Donc il faut repenser complètement les choses. Il y a la question de la santé. Christophe Bouillon, une fois que toutes ces réflexions elles sont arrivées, on en fait quoi concrètement ? Là, il y a une participation, mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose derrière ? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose derrière ? Moi, si je me suis lancé dans cette démarche, c'est pour qu'il y ait un débouché politique. Il est hors de question de se faire plaisir en permettant à ce qu'il y ait des propositions, des contributions. Il faut qu'il y ait des actes derrière. D'ailleurs, on le voit bien, il y a des actes qui ont pu manquer ces dernières années en ce qui concerne la question, l'enjeu de la santé. Donc il faut que ça serve aussi à inspirer, pourquoi pas, des propositions de loi, inspirer des décisions qui soient prises au plus haut niveau. Personne ne peut imaginer que demain, ça soit comme avant et qu'on ne prenne pas en compte à la fois l'aspiration des citoyennes qui est forte pour qu'on change un certain nombre de choses et en même temps, j'ai envie de dire, ce qu'on vient de vivre nous montre qu'il faut qu'on soit beaucoup plus résilient à l'échelle des territoires et dans plein d'autres secteurs d'activité. Donc si cette matière, ces contributions, ces idées, ces réflexions qui viennent du terrain, vous venez de faire parler un industriel, un acteur économique qui lui-même a indiqué en quoi il allait changer sa façon de faire demain. Et il faut accompagner tout cela. Il faut permettre sans doute de revoir la réglementation, des dispositions, des freins aussi qui existent. On voit parfois que l'administration est parfois un peu réticente à ouvrir un peu les vannes, à permettre plus de souplesse et d'agilité pour les acteurs locaux. Donc je pense qu'il faut que tout cela soit suivi par des actes. Sinon, ça serait la pire des choses. La pire des choses, c'est le repli sur soi. C'est non seulement de dire il faudrait qu'avant, ce soit comme avant, mais à nouveau, laisser les égoïsmes nationaux et les égoïsmes de quelques-uns primer sur le reste. Juste pour participer à cette plateforme, redonner peut-être l'adresse, c'est le jourdaprès.parlement-ouvert.fr, jourdaprès.parlement-ouvert.fr. Christophe Bouillon, juste, vous avez été récemment élu maire de Barentin. Est-ce qu'on peut avoir quelques échos, forcément, de la situation économique sur votre commune et évidemment, on pense à zone commerciale, mais il y a bien d'autres entreprises à Barentin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, des échos que vous avez des entreprises ? Alors, c'est vrai que j'ai été élu, même si je ne suis pas encore installé. Donc aujourd'hui, je reste député, mais je suis en relation permanente avec le maire de Barentin, Michel Danto, et on travaille de concert, bien évidemment, dans l'intérêt de la ville. Et à ce titre-là, je rencontre un certain nombre d'acteurs économiques présents sur la ville. Vous avez cité la zone commerciale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'usine Ferrero qui est dans le territoire et qui fonctionne encore. Et ce que j'observe, c'est d'abord beaucoup de solidarité de la part des acteurs économiques qui, de leur propre chef, sont venus, par exemple, apporter des masques à l'hôpital de Barentin ou pour les maisons médicalisées du territoire. De la même façon, j'ai été hier en contact avec un acteur économique sur la zone commerciale, M. Balcon, Jean-François Balcon, qui vend des tissus habituellement et qui a mobilisé les couturières et des couturières bénévoles pour fabriquer des masques alternatifs. J'ai rencontré aussi des industriels dans le bâtiment ou dans les travaux publics. Donc tous sont bien évidemment à trouver des solutions pour maintenir un niveau d'activité ou bénéficier des dispositifs d'État, mais ils ont besoin en la matière qu'on les aide aussi à penser l'après. Et puis il y a les commerçants. Moi j'ai fait une proposition très concrète avant-hier. J'ai écrit au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour lui demander que dans les grandes surfaces puisse être réservé 20% du rayonnage ou des espaces en dépôt-vente pour des stocks de commerçants ou d'artisans locaux pour leur permettre de les aider à écouler un peu, bien évidemment, leurs produits et qu'elles ne perdent pas complètement leur activité et qu'elles soient ouvertes sur l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, certes, c'est un commerce alimentaire ouvert,
les grandes surfaces, mais il y en a d'autres où c'est pas possible. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Christophe Bouillon. Merci beaucoup d'être intervenu dans Lignes ouvertes sur le plateau 107 de PNTV. Bon week-end de Pâques. Merci. Messieurs, nous allons retrouver quelques brefs instants. Mais bien sûr, Michel Jonas, bien sûr. Mais juste avant, quelques brèves minutes, Frédéric Borghino, notre homme du web. Qu'est-ce que vous... Qui est redescendu de son hélicoptère, non, on l'espère. Juste pour faire une transition avec ce que disait Christophe Bouillon et cette plateforme participative, vous qui écrivez quotidiennement des papiers, des articles, qui interrogez énormément de nos concitoyens, quels qu'ils soient et quel que soit leur statut, quel que soit leur métier, leur profession, leur mandat. Comment avez-vous une petite idée comme ça de la façon dont le monde va changer? Retenez-vous quelque chose, une idée parmi d'autres? Une idée parmi d'autres, non, pas spécialement, mais on sent par contre clairement, vous dire comment le monde va changer, on ne va pas être assez présomptueux pour dire ça, mais une intuition ou une sensation. En l'état, avec le confinement, on sent qu'il y a une volonté de reconsommer local, de se réoccuper de son voisin, de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe plus proche de nous et peut-être de limiter aussi la consommation, en tout cas pour une grande majorité des gens. Donc peut-être que ça peut infuser quelque chose. Non, ça avait fait rire Richard Croison l'autre jour, mais c'est vrai qu'on a envie d'être optimiste. Philippe, pardon, excusez-moi. Le nageur de l'impossible. Désolé, je m'excuse. Richard Croison, son beaucoup très sympa, mais moins connu. Mais ça l'a fait rire l'autre jour. Oui. Malheureusement entre guillemets, mais c'est vrai qu'on a envie d'être optimiste et de penser qu'il va y avoir plus de solidarité et effectivement de consommer plus local, etc. On a envie d'y croire en tout cas. Frédéric Borghino, normalement il est à l'image, Frédéric. Bonjour Frédéric. Ah, bonjour. Mais le fond change tous les jours. Ah oui, Frédéric. Le fond change. Hier c'était Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile, et là vous êtes où, dans un studio de production, non? Maintenant, je suis à mon bureau, à la maison. Bon, je vous taquinais. Quelques échos du web, Frédéric. Ceux qui nous suivent commencent à vous connaître. On vous retrouve régulièrement dans Lignes ouvertes, juste avant de passer à l'interview que nous avons prévue avec Michel Jonas. Alors, quels sont les échos d'aujourd'hui, Frédéric? Il va y avoir qu'un seul écho, comme vous pouvez le voir derrière moi. Je vais vous parler du podcast qu'on a publié hier soir. Un podcast de Paris-Normandie, de Ça coule de source. En fait, c'est un podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'information. Et on vous raconte comment nous autres journalistes on fait pour travailler, pour donner de l'information depuis notre salon. D'ailleurs, vous intervenez dedans, Sylvain. Et voilà, ça dure 19 minutes. Si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, écoutez-le. Ça passe vraiment bien. Et voilà, c'est très intéressant. On parle aussi du jour d'après d'un point de vue rédactionnel. Qu'est-ce que ça change aussi au niveau éditorial d'être confiné. Et voilà, c'est une réflexion, un petit voyage téléphonique forcément. J'ai appelé 3 personnes. Élise Paty, qui est rédactrice dans l'Heure. Amandine Briand, qui est la rédactrice en chef adjointe au web, et puis vous, Sylvain Richon. Et puis voilà, par téléphone, on échange un petit peu des idées, des réflexions sur ce confinement. C'est vrai que ça m'a fait drôle parce que moi j'ai l'habitude de poser des questions aux autres et là vous m'avez interviewé. Ça fait drôle de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Tout à fait. On nous demande, Frédéric Borghino, on nous demande sur le web, on nous dit pourquoi ce sweatshirt avec bonjour inscrit? Est-ce que ce sont vos beaux jours à vous? Parce que les beaux jours continuent malgré le confinement, il faut garder la pêche. Bon, c'est bien. Et vous la gardez. Encore une info ou on vous laisse repartir vers vos activités? Non, c'est tout. Vraiment, écoutez nos podcasts, c'est gratuit, ça fait plaisir. Frédéric, redites comment on le trouve, comment on arrive à ce podcast. Alors, on va sur le site de Paris-Normandie, on cherche l'onglet podcast en haut, ou alors on fait défiler un tout petit peu l'écran sur la page d'accueil de Paris-Normandie. Vous verrez, il y a cette photo. C'est un article en fait où vous cliquez dessus et puis vous pouvez écouter le podcast. Et là, dès que j'aurai raccroché, je vais mettre le lien directement en commentaire juste en dessous pour que nos auditeurs puissent cliquer dessus. Quelle dextérité. Grande dextérité. Merci Frédéric. Merci Frédéric Borghino. À la semaine prochaine. Ah oui, bon week-end. tout à fait. À mardi prochain. Salut. Au revoir. C'est vrai que c'est intéressant ce podcast parce qu'on a eu régulièrement des demandes ici, des internautes qui nous suivent, en nous demandant comment se passent les coulisses. On nous a demandé comment on réussissait à imprimer encore chaque jour un journal de 48 pages. Et puis comment se place l'information. Vous-même, vous travaillez, juste un petit miracle une idée, là, vous travaillez comment? Vous êtes au 107 ou vous travaillez une partie de chez vous? Ah oui, je suis en partie de chez moi cette semaine. Je vais revenir au 107. Je vais être un pied ici, un pied chez moi.
Eh bien, c'est un grand bonheur, et je le dis avec une sincérité énorme, d'avoir l'auteur, compositeur, interprète, acteur Michel Jonas en ligne. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur les news ouvertes. La petite question un peu simple, mais finalement, comment se passe le confinement pour vous ? Pour moi, pas trop mal, puisque d'abord j'ai la chance d'être en banlieue, donc d'avoir un petit jardin, de pouvoir profiter du petit jardin. Et en fait, je passe beaucoup de mon temps libre, donc, puisque tous les concerts ont été reportés, à écrire et à préparer un nouvel album. J'en profite, je prends de l'avance. Voilà. Vous passez un peu de temps aussi sur les réseaux sociaux. Vous communiquez un peu avec vos nombreux fans ? Oui, et puis aussi on a fait un petit truc avec tous les musiciens, parce qu'on se languit un peu parce qu'on est souvent ensemble et ça nous manque, la musique, d'être sur scène nous manque. Alors on a fait une chanson du dernier album que nous avons fait ensemble, une chanson qui s'appelle Les Nuits Tropicales, et on l'a fait, chacun a joué chez lui, c'est filmé, et ça donne une petite vidéo qui est très sympa. Michel, quand on est un artiste, est-ce que le fait d'être confiné bride l'instinct créatif, ou est-ce que ça peut, dans certains cas, le développer ? Ah non, mais moi, de toute façon, dans l'absolu, même si on ne parlait pas de cette période très difficile et très particulière, dans l'absolu, moi, quand je suis dans une période d'écriture, puisque bon, il y a deux périodes distinctes dans une vie de chanteur, c'est qu'on est sur scène, et il y a la période d'écriture. Et moi, dans les périodes d'écriture, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin d'être tout seul, et de me couper un petit peu du monde extérieur. C'est pour ça que la dernière fois, d'ailleurs, on me disait, mais comment ça se fait, ça fait 8 ans que vous n'avez pas sorti d'album. Oui, parce que j'enchaînais tellement les concerts et les pièces de théâtre, etc., que j'ai pas eu cette période un petit peu suffisamment longue pour me plonger dans cette aventure de l'écriture d'un album. Donc là, évidemment, quand j'ai vu ça, quand le confinement a commencé, je me suis dit, là, je peux pas rien faire, quoi, c'est pas possible. Et j'ai sorti mes stylos plumes, j'ai sorti mes cahiers, et je me suis mis à écrire. À quelque chose malheur et bon, finalement. Oui, enfin bon, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, et on pense beaucoup, enfin on compatit à toutes ces douleurs et à toutes ces peines et à ces familles qui ont perdu un proche, et dans des conditions quand même un peu brutales et difficiles, parce qu'ils peuvent même pas les accompagner. Moi je trouve ça terrible. Et voilà, et évidemment, comme tout le monde, on se met à la fenêtre à 8 heures pour applaudir le personnel. Ça, moi je trouve que c'est formidable, parce que c'est vrai que c'est des gens qui se dévouent pour les autres et qui font un travail extraordinaire dans des conditions difficiles, parce que quand vous voyez des vidéos d'il y a, je ne sais pas, quelques mois ou même quelques années, où il y a des interviews de personnel des hôpitaux qui se plaignent, qui disent, mais moi je vais abandonner, on n'en peut plus, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez d'infirmières, etc. Ça faisait un petit bout de temps quand même qui tirait la sonnette d'alarme. Donc j'espère que tout ça va remettre les choses à plat. Je reviens sur ce que vous disiez avant, mais c'est ce que nous disait Bernard Pivot ici il y a quelques jours, c'est que finalement le confinement, ça fait partie quelque part d'une vie d'artiste aussi. Ah mais oui, moi de toute façon c'est une période, là c'est une période difficile, triste et malheureuse, mais moi c'est des périodes dont j'ai besoin. Donc évidemment, moi j'ai besoin de me couper, pour l'écriture, je parle évidemment, pour l'écriture, j'ai besoin de me couper. Mais comme il y avait eu comme il y a très souvent beaucoup de concerts et ou des pièces de théâtre ou des tournages et des choses comme ça, voilà, c'est du temps que je vole, si vous voulez. Donc là, bien sûr que je ne pouvais pas faire autrement que d'en profiter. Ce confinement, pour moi, c'est un travail d'écriture et de solitaire etc., de tranquillité. Moi, j'aime ça aussi. Je me retrouve avec moi-même, voilà, tout en évidemment. Enfin, je trouve que c'est très difficile comme période. Et en même temps, personnellement, oui, moi j'en profite, mais bon. Une visibilité sur les concerts qui ont pu être reportés, les dates ont déjà été publiées quelque part ? Oui, je pense que les dates ont été publiées, oui. Par exemple, nous devions faire le Palais des Sports, qui s'appelle le Dôme maintenant, à Paris. Je sais qu'on a trouvé des dates. En fait, j'ai la chance d'avoir pu trouver, on a pu avec celui qui s'occupe des dates, on a pu trouver des disponibilités. Le Palais des Sports est reporté au 11 et 12 septembre. Et il n'y a eu aucune annulation. Les gens, le public, en règle générale, il y a eu très rarement des demandes de remboursement de billets, donc c'est vraiment des reports. Donc oui, ça va être surtout septembre-octobre. Le problème, c'est que je devais jouer une pièce de théâtre
tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. Or, est-ce qu'il va être maintenu ce Festival d'Avignon? Ça, c'est une question. J'ai entendu hier à la radio une interview de... on ne sait pas. Michel Jonas, le monde du spectacle, les métiers du spectacle vont être durement touchés, on le sait. Est-ce que selon vous, ça va appeler quelque part peut-être davantage, je sais pas, de la solidarité vis-à-vis des artistes comme vous, on va dire les têtes d'affiche, les têtes connues? Est-ce que ça va changer quelque chose peut-être pour vous? Est-ce que ça va appeler davantage de solidarité? La solidarité, moi je pense qu'on n'avait pas besoin de cette épreuve pour qu'elle puisse exister, puisque c'est peut-être un vieux cliché, mais moi j'aime bien cette idée que les artistes forment une famille, que ce soit les gens du cirque, les gens de la comédie, les acteurs, les chanteurs, les musiciens, les auteurs, les compositeurs, etc. Pour moi, ça a toujours été comme ça depuis le début. On est une famille. Alors évidemment, on ne se voit pas tous les jours, on ne se croise pas tous les jours, et puis certains ont des amis, voilà, etc. Enfin bon, moi j'aime cette idée-là, et je ne sais pas si ça va changer, mais c'est vrai qu'on le constate à un niveau plus important que le monde des artistes, c'est-à-dire normalement, ce qui se passe là devrait évidemment développer, comme vous le dites, la fraternité et une union entre les êtres humains et entre les pays. Alors on constate que ça existe, et d'un autre côté on constate aussi qu'il y a des égoïsmes et qu'il y a des etc. Ce qui peut se comprendre, chacun pour soi. Moi ça j'espère que ça va être une leçon et que ça va changer, et que c'est peut-être l'univers qui nous dit oh là là vous faisiez fausse route là, attention là faut peut-être changer votre façon de vivre sur le plan écologique par exemple, votre façon de consommer, votre façon de respecter la nature autour de vous, et puis d'avoir un lien plus important et plus fraternel avec les autres. Si au moins ça pouvait donner ça, vous voyez, mais bon, on n'avait peut-être pas eu besoin de toutes ces douleurs pour arriver à ça, quoi. Une belle note d'optimisme pour finir. Ouais, et puis et puis vous voyez, ça touche tous ceux qui nous regardent, puisque Lara, Michel Jonas, Lara nous dit merci Monsieur Jonas pour ces mots. Voilà, tout simplement. Oui, mais moi je suis optimiste. C'est vrai. Moi j'ai cette idée. Elle est peut-être un petit peu New Age, un petit peu Peace and Love. Je pense que si on peut pas s'en sortir. On pourra pas s'en sortir si on n'a pas cette idée très forte incarnée que l'humanité est une famille, que nous sommes une famille humaine, et que qu'il faut avoir du respect pour le règne animal, pour le règne végétal, etc., pour tout ce qui nous entoure, changer notre façon de consommer, et voilà, respecter l'animal, et ça c'est une question de survie. C'est même pas une question de ce serait mieux, c'est que c'est une question de survie, parce que si on n'a pas cette idée de fraternité et d'unité, eh ben on va pas s'en sortir, parce qu'on s'en foutra, et puis qu'on va abîmer notre mère, la terre, et qu'on va pas se respecter les uns les autres. Eh bien, écoutez, c'est une belle façon pour nous, en vous ayant comme ça au téléphone, de terminer ces 5 jours d'émission hebdomadaire que nous faisons. Cette émission, elle est née du fait, à cause du coronavirus. Et vous voyez, ça nous amène à Michel Jonas. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Et puis, vous voyez, Michel Jonas, tout à l'heure, on a le docteur Burel, qui est notre médecin consultant, qu'on a régulièrement dans l'émission. Je lui dis, voilà, docteur, on raccourcit parce qu'on a Michel Jonas tout à l'heure. Il me dit, je suis fan de Michel Jonas. Alors, je lui dis, vous connaissez quoi? Et invariablement, qu'est-ce qui sort, bien sûr, joueur de blues et la boîte de jazz, toujours et encore. Mais il n'y a pas que ça. Et bien sûr, il n'y a pas que ça, mais quand même, on a plaisir à s'en souvenir. Un grand merci d'être passé par le plateau. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Messieurs, c'est la fin de cette semaine de Lignes Ouvertes. Déjà. Qu'est-ce qu'on en retient cette semaine? Vous nous aviez pas promis quelque chose? Ah oui, mais oui. J'avais promis ma chanson pour l'Italie. J'avais promis, mais j'ai eu un petit problème de montage. Je la promets pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. On vous donne votre chance à Cappella. On vous accompagne en clapant. Non, c'est une reprise de Lily Cub, Voyage en Italie. Mais je la promets. Croyez-moi, je n'aurai qu'une parole. Les premières notes? Non. Allez, les taquins, je vous dis bon week-end de Pâques. Merci. À tous les deux. Bon week-end à mardi, du coup. Et puis on souhaite tous les trois, et toute la régie, Adrien Pulby, Marie Fleury, Claudia Penel, et puis toute la rédaction. Bravo à toutes les équipes. Et toute la rédaction. Martin Torrent aussi, qui est toujours là en plateau avec nous. Et puis merci beaucoup à vous. On se retrouve mardi prochain, vous en êtes d'accord? En tout cas, nous, on sera là. Au revoir. Restez chez vous. Bon week-end.